Depuis son livre Les fourmis, sorti en 1991, premier roman devenu trilogie et surtout succès intergalactique dans le monde, ces livres sont traduits dans une trentaine de langues et nous emmènent toujours dans des univers fantastico-ésotérico-futuro-animaliers, mais toujours très proches du comportement humain, qui, comme vous le savez, est capable du meilleur comme du pire. Dans son tout nouveau roman Le temps des chimères, il nous emmène aux frontières de la science, de l'espace et de l'éthique. Bernard Werber est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous nous racontez cette fois l'histoire d'Alice, une jeune chercheuse française qui réfléchit à l'avenir de l'humanité, confrontée, comme on le sait aussi, à la folie des hommes en général et au changement climatique en particulier. Et Alice va oser franchir le tabou scientifique ultime, croiser des cellules humaines avec des cellules d'animaux et surtout les faire naître. Ça, c'est le point de départ. Il va se passer pas mal de choses. Cette histoire, elle démarre 5 ans après le moment où le lecteur commence à lire ce livre. Donc là, vous vous prémunissez d'un lecteur qui pourrait arriver dans ce livre peut-être d'ici quelques années et avec une réalité peut-être différente de celle qui est décrite dans le livre. Il n'empêche que c'est un futur qui nous paraît proche et surtout qui nous paraît plausible, à savoir qu'on imagine bien qu'à certains endroits du monde, et peut-être les avez-vous rencontrés, il y a des chercheurs qui ont véritablement ce projet-là, peut-être pour d'autres raisons, et qui, pour l'instant, tentent de le mettre en application. En tout cas, on n'a encore rien vu grouiller autour de nous, voler ou ramper, mais on imagine que ça existe vraiment dans la tête de certains. Alors, moi, au début, j'ai été intrigué par le fait qu'on tolère mieux les organes de porc que les organes de singe. Donc, ça veut dire nous sommes déjà tournés vers un animal qui, a priori, ne nous ressemble pas. Et j'avais écrit des articles dessus quand j'étais journaliste scientifique, et j'avais suivi cet épisode des greffes de cœur de porc, de poumons, d'autres animaux. Et là, au moment où j'écris le livre, je me disais, on va aller vers des hybrides homme-animal, mais je viens d'apprendre qu'il y a quelque temps, le Japon a autorisé le mélange entre de l'ADN animal et de l'ADN humain pour fabriquer des hybrides. Et normalement, c'est limité à 14 jours et le Japon vient d'autoriser à aller au-delà des 14 jours. Donc, ils vont autoriser à fabriquer des mélanges homme-animal pour avoir précisément des organes pour les greffes. Donc, c'est au nom de la médecine qu'on va fabriquer des chimères, qu'on va fabriquer des êtres mi-homme, mi-animal. Parce que justement, chimère, il y a 2 définitions. Voilà. À la fois une sorte de monstre. Alors ici, vous imaginez un homme dauphin, un homme chauve-souris et un homme taupe. Et à la fois une idée utopique et réaliste. Quel est le terme qui convient, la définition qui convient le mieux à votre livre ? Pour mon héroïne, Alice Kammerer, c'est une utopie. C'est-à-dire, elle pense utopie dans le sens quelque chose de bien, dans le sens positif. Le contraire de utopie, c'est dystopie. C'est 1984, justement, dans lequel on décrit un monde qui est un enfer. Une utopie, ça veut dire c'est un monde idéal qu'on a envie de créer. Alice Kammerer, elle a envie, avec des nageoires capables de nager et un mélange homme-top avec des griffes capables d'aller sous terre. Donc ceux qui vont pouvoir voler vont échapper aux tremblements de terre, ceux qui vont pouvoir nager vont échapper aux inondations et ceux qui vont pouvoir creuser, et ceux qui creusent vont avoir la possibilité d'échapper au réchauffement climatique. Donc quelque part, elle imagine de nouvelles humanités adaptées aux potentielles catastrophes qui sont censées arriver et qu'on nous annonce tous les jours aux actualités. Donc c'est, des sorties de secours, voilà. Ouais. Donc c'est positif. Oui, et en fait, vous avez même conçu votre récit à partir d'une hypothèse que vous expliquez dans le livre. En résumé, c'est de dire que la théorie de Darwin, la théorie de l'évolution, en fait, elle a ses limites parce qu'elle est élitiste. Mais surtout qu'elle nous ramène à une seule espèce. Les fourmis, il y a 12 000 formes de fourmis différentes, et les humains, il n'y a qu'une seule forme d'humain unique. Ça veut dire qu'on a mis tous nos œufs dans le même panier. S'il y a un nouveau virus de Covid un peu plus méchant, ça se peut qu'on y passe tous. Alors que s'il y avait d'autres humanités, et jadis, il y avait d'autres humanités, donc si on était plus diversifiés, on résisterait peut-être mieux. Quand je dis jadis, il y avait d'autres humanités, c'est juste rappeler qu'il y avait le Néandertal, qui était plus petit, qui avait une tête plus grande, avec un cerveau plus gros que nous. Il y avait le Denisovia et il y avait le Florensis. Florensis étant plus petit. C'est-à-dire, c'est comme si à un moment, nous vivions avec d'autres humains avec lesquels nous pouvions ou ne pouvions pas faire des enfants. À un moment, avec le Néandertal, on a pu faire des enfants, ce qui explique que nous avons encore des traces du Néandertal. Quelque part, on est déjà des hybrides, et entre 1 et 4%. Et il y a un moment, avec le Néandertal,
ils n'arrivaient plus à faire d'enfants, c'est-à-dire les deux espèces se sont différenciées. Oui. Mais le projet de Alice Kammerer, mon héroïne, est de créer à nouveau des espèces humaines différentes qui pourront gérer des problèmes qui sont en train d'arriver. Ouais, et alors c'est vrai, vous basez effectivement sur des événements scientifiques plausibles, hein, on vous avez expliqué il y a quelques instants, mais aujourd'hui, la manière de préserver l'espèce, il y a notamment une communauté scientifique aidée par d'importants investisseurs qui réfléchit à l'évolution de l'espèce humaine, etc., en termes d'humains augmentés, de transhumanisme, oui. D'immortalité, qui est aussi une forme de mutation, hein, un humain augmenté, hein, on peut dire ça comme ça. Quel regard vous posez là-dessus, sur cette idée justement d'humain augmenté, de rallonger la vie humaine, etc. Alors évidemment, c'est ce qui me passionne, c'est de savoir le futur, et le futur de l'humain. Moi, je crois que, quelle que soit la forme, et c'est un peu le thème du temps des chimères, le problème, c'est les mentalités. C'est-à-dire, si on vit très longtemps, on est toujours aussi con, ça ne changera pas grand-chose, c'est-à-dire on va toujours se foutre sur la gueule, et puis il y aura toujours de la pollution, on va détruire la planète. Il y a un moment, c'est la prise de conscience. Le vrai enjeu n'est pas l'intelligence, c'est la prise de conscience. Et quand Alice Kammerer fabrique des humains, ces trois espèces différentes, d'hommes volants, hommes nageants, hommes creusants, elle espère qu'ils vont avoir une mentalité différente, précisément parce que ceux qui volent voient les choses de haut, donc comprennent les choses d'un point de vue aérien, ceux qui nagent comprennent la fragilité de l'océan, et ceux qui vont sous terre comprennent la richesse de la vie sous terre. Mais tous les enjeux ne sont pas technologiques. C'est pour ça que quand vous me parlez de l'homme augmenté, moi je vous réponds, à la limite ce n'est qu'un outil. Ce qui est important, c'est changer nos têtes. On peut vivre 40 ans et comprendre quelque chose. Mozart, a priori, est mort vers 36 ans, mais il avait visiblement compris beaucoup de choses. C'est un bon exemple. Et Jeanne Calment, elle a vécu 122 ans, et vers la fin de la vie, elle a dit, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut faire le boulot par les autres. Donc, a priori, c'est pas une grande ouverture d'esprit. C'est pas un problème de quantité. C'est vraiment un problème de... Voilà, j'ai pas d'autre mot que prise de conscience. Et j'écris pour que les gens... et de nouvelles prises de conscience. Et dans les prises de conscience, il y a notre rapport entre humains et aussi notre rapport par rapport à la planète. Et je trouve que les écologistes défendent très très mal la planète, et que je vois aucun parti politique qui a l'air de comprendre ce qui se passe. Et moi, je pense que l'enjeu, c'est l'équilibre de notre espèce par rapport à toutes les autres espèces. C'est pas des problèmes sociaux, c'est des problèmes réellement écologique, et c'est pour ça que je regrette que nulle part dans le monde, je vois un parti écologiste qui défende réellement la planète. Parce qu'en effet, il y a le rapport entre humains et le rapport de l'homme avec la planète, mais vous partez sur une sorte de constat d'échec et de deuil de certaines idées, à savoir que Alice, pourquoi elle imagine des humains, des hybrides? Parce qu'elle a fait une sorte de deuil, on va pas pouvoir sauver la planète. Donc il va falloir agir en fonction d'une planète où il y aura des incendies, des inondations, ça va être une catastrophe. Et alors, par rapport les humains entre eux, là, vous annoncez une troisième guerre mondiale, et ça a l'air d'être le truc le plus évident de la Terre, c'est le cas de le dire. Et voilà, et la troisième guerre mondiale arrive, et c'est normal, et il fallait s'y attendre. Mais par contre, c'est ça qui va détruire, dans un premier temps, l'humanité dans votre histoire. À savoir que c'est pas forcément le réchauffement climatique et la planète en feu, c'est les hommes entre eux qui vont se détruire tout seuls. Oui, parce que si on regarde le passé, il n'y a aucun moment où on a averti les gens, attendez, on va au mur, on devrait peut-être freiner ou faire demi-tour, et il n'y a aucun moment où les gens sont devenus raisonnables, juste qu'on leur explique. Parce que le message de sagesse ne passe pas. Celui qui passe, c'est le message de colère, de haine, ça passe vachement bien. Tous les gens se disent, ah ouais, ils ont tort et on a raison. Et dès qu'on est dans, attendez, si on se calmait, on réfléchissait, ça passe pas. Donc je vois pas très bien comment les choses peuvent s'arranger dans le court terme. Par contre, ce que je pense, et c'est pour ça que j'ai écrit, c'est que je pense que ça va s'arranger dans le long terme, parce que une fois passé la bourrasque, il y a un moment où on va se dire, bon, on peut pas continuer comme ça, il faut quand même qu'il y ait des gens raisonnables qui prennent les décisions. Mais là, pour l'instant, on est dans la peur, on est dans la panique, et on est dans la colère. Donc ça, c'est exactement tout ce qui nous amène droit au mur. Donc le court et le moyen terme, parce que donc dans un premier temps, la bourrasque, c'est une troisième guerre mondiale, tout le monde meurt sur Terre, vous faites plaisir parce que vous envoyez Alice sur la Station Spatiale Internationale,
tribunal. Ça, c'est les joies. Ça, c'est les joies de l'écrivain. On peut imaginer ce moment-là. Quand elle revient sur Terre, tout le monde est mort, mais il y a une vie souterraine. Pas tout le monde, il en reste. Il en reste quelques-uns, quelques personnes qui se sont parquées sous la terre, notamment la station de Châtelet-Léal. Et alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font la fête. Mais ça, c'est trop nous, ça aussi. Une attitude nihiliste, on se dit, tiens, c'est la fin du monde, on va faire la fête. Mais c'est beau en même temps. Parce qu'il y a plein de livres qui racontent la fin du monde avec des gens tristes, qui se battent pour manger, qui se tuent. Moi, je pense que si un groupe arrive à se planquer et à résister aux radiations et tout ça, eh ben, ils vont se marrer. Et c'est mon groupe, en fait, il est dirigé par quelqu'un du Club Med qui fait la fête tout le temps. Ils font du bronzage sous terre. Ils sont habillés en chemise hawaïenne et il a l'accent du Sud. Voilà. Ils pensent qu'à boire, faire l'amour et rigoler. Et c'est nos futurs. Et puis, foutu pour foutu, autant qu'on rigole un peu. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, personne n'a pensé à ça, qu'il y a un moment, quand on sait que ça va pas, tant pis, on va rigoler, et voilà. Donc j'avais créé cette communauté, en effet, sous le centre de Paris, qui vit sous terre. Parce que le métro Châtelet-Léal, c'est la plus grande station de métro sous terre et la plus profonde. Donc je me suis dit, s'il y a une guerre en surface, les gens qui se planqueront en bas, ils s'en tireront. Et c'est bon à savoir. Oui. Mais vous devez avoir ça aussi à Bruxelles, non ? Peut-être pas si profond, non. Mais en tout cas, déjà se poser la question, où se planquer si les choses vont mal, où aller, ou se retrouver avec des potes pour faire la fête pendant qu'au-dessus, ils auront des problèmes. Je crois que ça peut être un questionnement aussi intéressant. Mais ça va être dans cette communauté de joyeux fêtards que Alice Kammerer va pouvoir faire naître ces hybrides. Ouais, mais ça, c'est parce que vous êtes aussi un optimiste, Bernard Werber. Parce que dans tous vos livres, on se projette dans un futur qui est très inquiétant, qui est apocalyptique. Mais il y a toujours un espoir, il y a toujours une vision optimiste des choses. Vous êtes un optimiste. Le contraire d'optimiste étant pessimiste, ça veut dire que si on est pessimiste, si on lit mon bouquin et après on se dit oh là là, je sens que ça va pas s'arranger, c'est dommage. Moi j'ai envie que les gens, quand ils ont terminé le bouquin, ils se disent finalement on va peut-être s'en tirer et nos enfants vont peut-être être heureux. Après tout, nous sommes vivants, nous sommes tous les gens qui nous écoutent. Oui. Ça veut dire que nos parents, nos ancêtres ont trouvé des solutions pour surmonter la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les pestes avant, les guerres avant, le Covid. Ils ont quand même trouvé des solutions. Donc, il faut maintenant qu'il y ait des gens qui commencent à réfléchir comment ça pourrait s'arranger, comment on pourrait mettre un peu d'amour là où pour l'instant il y a surtout de la peur et préparer un monde meilleur à nos enfants. Moi, tout ce que j'écris, c'est pour que un monde meilleur arrive. Et dans mes livres, à la fin, ce monde meilleur arrive. C'est pour ça que je suis un utopiste, comme vous me posiez la question tout à l'heure. Parmi les paramètres optimistes de cette histoire et de ces hybrides qui arrivent, ces mi-hommes, mi-animaux, il y a le fait qu'ils n'ont pas de passé douloureux, pas d'histoire douloureuse et pas de religion. Alors, il y a toujours une part d'histoire aussi et de philosophie dans vos livres. Ici, on sent le message aussi. Ils n'ont pas de raison de se battre, en fait. C'est des êtres neufs. Vu que c'est des hybrides, ils ont été fabriqués en laboratoire, ils n'ont pas de parents qui leur ont raconté. Ils n'ont pas le poids de la tradition, le poids du passé douloureux. C'est ces enfants qui naissent avec un devoir de vengeance. Toutes ces choses très très lourdes. C'est ça cadeau qu'on porte. Mais même nos parents, pour la plupart, en nous racontant l'histoire de nos ancêtres, nous transmettent quelque chose d'un peu douloureux. Voilà, ils sont des êtres neufs. Et la question, c'était si on prend des êtres neufs qui n'ont pas de passé, qui n'ont pas de religion, qui n'ont pas de tradition, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose de mieux que nous parce qu'ils ne sont pas alourdis? Et nous-mêmes, comment on pourrait devenir plus léger? Mais actuellement, on va pas dans cette direction d'allègement. On va dans une direction d'alourdissement. J'ai l'impression qu'on va au bout de l'erreur pour comprendre que c'était une erreur. Maintenant, en tant qu'auteur de science-fiction, j'essaie de prendre du recul, un peu comme mon héroïne qui va dans la station spatiale et de me dire, ok, restons à distance pour réfléchir comment tout ça pourrait s'arranger. C'est vraiment une fonction nécessaire, je crois, les auteurs de science-fiction. S'il n'y a pas d'auteurs de science-fiction, on est tous le nez dans le guidon, en train de recevoir toutes les épreuves dans la gueule et de se dire oh là, c'est de pire en pire. Et à ce moment-là, on est fasciné par notre destruction.
Et nous, auteurs de science-fiction, on va dire, ok, ce n'est qu'un passage. C'est qu'un hiver. Après l'hiver, le printemps. Dans 5 ans, ça ira mieux. Le printemps va revenir, forcément. Le printemps revient toujours. Bon, allez, on va se dire ça. Merci beaucoup pour ce message optimiste du vendredi matin. Bernard Werber, on rappelle le titre de votre dernier roman, Le Temps des chimères, absolument passionnant et publié chez Albin Michel. Merci beaucoup. Merci.